Aujourd'hui, on peut raconter sa vie, son histoire de vie, on peut habiller son corps, on peut cacher des cicatrices, on peut se rendre mieux dans sa peau avec des tatouages. Donc on soigne, c'est de l'art-thérapie aujourd'hui pour moi, le tatouage. Salut, notre invité dans Confidence pour notre soirée pyjama aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est artiste depuis le plus jeune âge. Elle a commencé à dessiner sur le papier, puis ensuite sur la peau humaine. Oui, parce que notre invité, c'est une tatoueuse professionnelle très connue à Marseille et sur les réseaux sociaux. Bonjour Marilyn Bonanno. Bonjour Eric. Comment ça va ? Je suis ravie d'être avec toi ici. On va parler évidemment de ta passion pour le tatouage, de ce métier qui est le tien, avec des tas de questions qu'on a à te poser. Avec grand plaisir. Mais juste avant, on va essayer de comprendre qui tu es avant de comprendre le déclic qui t'a emmené vers le tatouage. D'abord, une Marseillaise 100% pur jus, toi. Hein. Ouais, je suis pas partie. Je voyage, Jamais. mais j'aime bien ici. J'aime bien mon soleil, j'aime bien mon sud. Ton enfance, alors tu as été élevée par ta maman, j'allais dire pratiquement seule, ta maman, mais ça. pour une raison un peu triste. Exactement, elle va perdre mon papa rapidement et jeune, à 28 ans. Donc j'ai 6 ans. Toi, tu as 6 ans au moment où ton papa disparaît. Et alors, tu m'as dit, en préparant cette émission, que c'est à l'âge de 6 ans, justement, que tu avais commencé à dessiner. Est-ce qu'il y a un rapport entre la perte de ton papa et le fait que la petite fille que tu étais commence à s'exprimer par le dessin ? Je pense que je dessinais, mais que j'ai commencé à faire de la couleur. Je ne suis pas quelqu'un qui faisait du dark. J'ai commencé à faire des arcs-en-ciel, j'ai commencé à faire des escaliers qui montent quelque part, sachant que je ne savais pas que mon papa était décédé. Maman a gardé ça secret longtemps parce que elle m'a fait croire que c'était un grand voyageur. C'est vrai. Ouais. Donc je pense que j'ai rêvé cette vie-là. Tu dessinais sans savoir que ton papa était parti, des escaliers qui montaient vers le ciel. Oui, exactement. Je faisais beaucoup de nuages, de soleil, d'arc-en-ciel, tout ce qu'on peut retrouver au début dans le ciel. Ouais. Et après, j'ai posé plus d'éléments qui se posent sur des tables, des assiettes, des natures mortes. Okay. Tout ce que je pouvais voir autour. Quand tu commences à dessiner, c'est quoi ton enfance à ce moment-là ? Donc ta maman te dit que ton papa est en voyage. Ouais. Elle t'a appris que ton papa était parti. Je vais l'apprendre un peu plus tard. Je vais rentrer au collège. Donc cette période-là, elle n'est pas dans le manque. Elle a un super rôle de papa-maman. Ouais. Elle fait ça très très bien. Puis j'ai été élevée dans l'amour. Donc quand on n'a pas de manque d'amour, on n'a pas de manque de personne. Ouais. Le secret de famille, tu l'as pas mal vécu, toi? Non, pas du tout. Je pense que j'aurais pu faire la même chose. Je ne sais pas s'il n'y a qu'une ligne de conduite à avoir. Ouais. En tout cas, elle a eu la bonne avec moi. Ouais. Du coup, ton enfance était plutôt heureuse. Oui, elle était épanouie, elle m'a fait grandir comme un champignon, comme elle dit. Ouais. Ça s'est assez bien passé. Même si ta maman était femme de ménage, donc c'était pas forcément facile au niveau financier. Mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas ressenti. Je me souviens certainement des images qui m'ont marquée où je mange seule le steak haché en face de moi. Ouais. Parce qu'on n'a pas les moyens pour manger 2 steaks hachés. Mais ça, quand on est jeune, on ne le voit pas. Et puis quand on a une maman souriante, pleine de vie, elle me fait... Voilà, la ligne de conduite qu'elle a, je l'ai aujourd'hui, j'ai la même. C'est une super maman. Ouais. C'est grâce à elle. Ouais. Tu es encore très proche d'elle aujourd'hui, j'imagine. Ah, mais complètement. Ouais. On est unis, on est une famille très unie. Ouais. Alors, le dessin, on va parler de ce point-là, parce que quand tu es petite, à 6 ans, 7 ans, les gens disent « Waouh, mais elle dessine super bien ». Et ta mère ne le voit pas du tout, ce talent chez toi. Non, elle ne comprend rien à l'art. Mais elle ne saurait même pas dire le nom d'un seul artiste. Ça ne l'intéresse pas, puis elle n'a pas le temps. Hein. Elle est jeune, elle est veuve, et il faut avancer. Donc, il faut travailler, il faut s'occuper d'un enfant, il faut tenir une maison. On n'a pas les informations qu'on a aujourd'hui, donc la culture, elle ne l'a pas. Je dessine pour elle, je dessine comme tous les autres enfants. Voilà. Sauf que un jour, tu tombes malade, ta maman appelle le médecin de famille. Exact. Rien de grave. Hein, là, non, un médecin de famille du soir, une température qui monte un peu trop. Bon. Je reste au lit et elle appelle un médecin d'urgence. Mais ce médecin, quand il arrive dans ta chambre, il voit tous ses dessins. Alors déjà, il l'avait déjà vu dans le salon. Ouais. Mais je pense qu'il a pris connaissance de mes dessins au moment où il est arrivé dans ma chambre parce qu'il s'est dit, c'est la même personne. Ouais. C'est pour ça qu'il va poser la question à maman en lui disant, mais qui dessine ? Ça peut pas être elle est trop petite. Parce qu'à l'époque, tu as 7 ans, quoi. Ah, complètement. Puis elle comprend même pas ce qu'il raconte le médecin. Pour elle, un médecin, c'est un médecin. C'est pas un médecin artiste. Donc, de quoi il parle ? Voilà. Elle n'a pas invité un artiste à la maison qui va lui parler d'art.
Donc, ouais, elle fait pas de rapprochement là-dessus. Elle se dit qu'il est un peu loufoque. Voilà, alors lui, il dit, cette petite a du talent, Ouais, c'est elle qui fait vraiment lâcher, ça. ouais. Parce que tu dessines comme pratiquement une adulte à 7 ans. Je fais c'est des ça perspectives. Ouais. En fait, c'est ça qui va choquer ce médecin, c'est que je commence déjà à regarder un ensemble architectural autour de moi et je sais faire des perspectives. Ouais. Et c'est un peu un don, un truc inné, mais ça, personne ne le sait, personne ne le voit, encore moins ma maman. Ouais. Alors, on va voir un dessin qui vraiment pose question quand on le voit, parce qu'on se dit, c'est une adulte qui a fait ça. Tu as 9 ans, allez, même pas, tu as à Non, peine j'ai 8, pas- ouais, 8 c'est ans et demi, hein, tu es en CM1, et ton instituteur convoque ta maman pour ce dessin. Qu'est-ce qu'il lui dit à ta maman ? Et déjà, il la convoque parce qu'elle croit que j'ai fait une faute à l'école, donc elle y va un peu vénère. Et au final, elle se retrouve face à un tableau. Elle ne comprend pas trop. Un institut qui est là pour m'enseigner des maths et du français. Et il est en train de lui parler que d'une peinture que j'ai faite pendant quelques mois. Il adore la peinture à l'huile. Il nous a fait faire dans l'ensemble de la classe des peintures à l'huile. Et j'ai choisi une image qui était de Cézanne. Et il va lui dire, Cézanne n'a pas fait mieux. Voilà. Et elle Cézanne ne sait même pas de qui. Cet institut parle d'un artiste hyper connu, mais elle ne sait même pas de qui il parle. Ma mère ne comprend pas. Elle voit un tableau, oui, c'est joli, il y a 3 pommes. Oui, c'est ça. C'est une nature morte à la manière de Cézanne. Ouais. Et l'instit va dire, a raison d'ailleurs, puisque là, tu as 8 ans, tu m'as dit 8 ans et demi hein, à l'époque, il dit, Cézanne n'a pas fait mieux. Ouais, c'est la vrai phrase que qu'elle va c'est retenir, mais qu'elle comprendra que plus tard. Et elle va la retenir parce qu'elle se dit, il faut que je m'instruise, il faut que je sache qui est Cézanne. Parce qu'il faut savoir et ça fait un la truc. 2e fois, et c'est pas la première fois aussi, qu'on lui disait que je dessinais. Il faut qu'elle en prenne conscience, il faut qu'elle l'accepte. Ouais. C'est ça, parce qu'il y avait déjà le médecin de famille, après il y a l'instit. Mais il y a aussi des restaurants, on va au restaurant, même si on vit toutes les deux, ça nous arrive d'être sur des nappes en papier, parce que beaucoup de restaurants avaient des nappes en papier à l'époque. Je vais faire des dessins de tout ce que je vois. À l'époque, on n'a pas de téléphone. L'enfant dessine, fait ce qu'il peut, il tricote, il fait des choses. Au restaurant, tu dessines sur Moi, les nappes. on me donne ou un sur les petits crayon, papiers un stylo coloriés. et je dessine. Je dessine ce que je vois. Donc, je vais même dessiner les restaurateurs. Je vais dessiner l'ambiance. Et du coup, ces gens-là vont prendre ce dessin à chaque fois, ils vont l'encadrer, vont le garder. Donc, elle se rend compte qu'il y a quand même quelque chose. Ouais. Mais elle a du mal avec le fait que, oui, c'est un art. C'est une petite passion à côté. Ouais. Mais c'est pas des études. Voilà, c'est pas des C'est études, pas- parce que c'est pour pas elle, du dessiner, futur. c'est pas un métier. Tu peux me dire ce que ça représente dans sa tête, parce que ça a une représentation très précise dans la tête de ta mère à ce Elle moment-là, croit le dessin. les artistes sont des marginaux. Mais alors, elle est carrée là-dessus. C'est une belle Italienne, ma maman, et elle mâche pas ses mots. Donc pour elle, on ne vit pas de l'art. Ouais. Parce qu'elle a une image, tu m'as dit, quand on part en vacances en Espagne, ce sont ces marginaux qui dessinent à même le sol avec des craies. Et pour elle, c'est le Et qui font la summum manche. de ce qu'il ne faut pas Ben faire. oui, ils font la manche, ils demandent de l'argent pour faire mais ils font des dessins, elle l'avoue, très beaux, mais c'est pas un métier. Et elle se dit que je vais finir comme ça. Si elle me pousse là-dedans ou qu'elle me laisse faire, je vais finir avec des craies sur le sol. Dans la rue. Dans la rue. Et ça, elle ne le veut surtout pas pour toi. Non. Alors, c'est pas grave, tu continues à dessiner et à t'améliorer dans ton style, à tel point que tu passes le collège. À la sortie du collège, là, tu vas prendre une voie dans un lycée technique et tu vas faire une formation à la fois technique et artistique. C'est quoi cette formation ? C'est une école qui, à l'époque, il y en avait très peu, fondait pas du bac général parce qu'il n'y a pas comme aujourd'hui. Ça s'appelle un brevet de technicien, de dessinateur maquettiste. On fait la même chose que le bac. Ouais. On fait un lycée avec des profs de maths, de français, d'anglais, d'histoire géo, même de l'histoire de l'art. En fait, on va avoir une option art un peu plus intense, Ça. entre 8 et 12 heures selon les matières qu'on utilise. Et je vais arriver jusqu'au bac comme ça. Ouais. Mais sur le papier, il n'y a pas écrit bac. Ouais. Ça lui fait peur à maman. Elle se demande ce que je vais faire avec tout ça. Mais elle me laisse faire. Voilà, elle te laisse faire et il faut juste faire la parenthèse. À l'entrée pour cette formation dans ce lycée, il y avait un concours, il y avait 500 candidats et tu es arrivé parmi les 16 candidats Oui, qu'on a c'était des retenus. toutes petites classes. Ouais. Il fallait montrer Alors, il y avait des questions d'ordre général, attention, pas le souvenir, mais on avait peut-être un QCM en anglais et en maths. Mais c'était le dessin. Qui Ils était cherchaient des primordial. artistes pour qu'ils deviennent performants dans les études. Alors, en sortant de cette formation de lycée, là, tu vas passer un autre concours, cette fois pour intégrer l'école des Beaux-Arts de Marseille. Exactement. Et là aussi,
énorme concours, 1500 candidats au départ. Oui, c'est ça. Et on en garde 90, tu es dans ces 90. Voilà, on en garde à peu près 90. J'essaye de me souvenir, c'est une première année où on fait des concours. Alors, il y a aussi pareil, on va nous faire entrer dans un amphithéâtre, on va passer des QCM en anglais, on va nous poser des questions sur l'histoire de l'art et tout. Après, il y a plusieurs matières où on va nous demander de faire de la perspective. Après, on va avoir un concours sur du dessin, de la peinture, du collage. On va tomber sur des sujets, on va y répondre. Et donc, ils vont, au fur et à mesure, enlever des gens. On va être au courant des noms qui vont rester. Et je vais donc être prise pour la rentrée scolaire, après mon bac, pour l'année de septembre. Voilà. Et on sera très peu, on sera 90. 90. Là, tu vas te faire une amie pour la vie. Exactement, sans le savoir, c'est déjà écrit quelque part. Oui, parce que tu as un petit côté mystique. Hein. Oui, je pense. Voilà, tu penses qu'il y a une bonne étoile. Il y a des portes, et je les ouvre au fur et à mesure, je me laisse faire. Ouais. Et cette amie pour la vie, c'est Marina. Vous êtes les deux plus jeunes de l'école des Beaux-Arts. On a 18 ans tout juste, on vient de les avoir. Voilà. Et c'est quoi l'ambiance avec Marina? Qu'est-ce que vous allez faire autour ensemble? de nous, on a des vrais artistes. Alors quand je dis vrai, c'est particulier, mais c'est des gens qui ont déjà un dialogue, qui ont déjà des artistes, qui ont déjà une patte graphique. On se sent totalement différentes toutes les deux. On est hyper scolaires. Moi, on me pose un sujet, je fais une intro, un développement, une conclusion. En fait, ici, on ne nous demande pas ça, mais on va avoir du mal. Dès les premiers mois, on va comprendre qu'on est à part. Ouais. On n'est pas à notre place. Et je pense même les enseignants nous l'ont fait un peu comprendre. Même eux se demandaient ce qu'ils foutaient avec 2 élèves. On a cru qu'on était un peu des phénomènes... On nous a mis là parce qu'il restait 2 places. Ouais, c'est ça. Vous aviez quel âge, vous Tout juste 18 ans. La moyenne d'âge là-bas, c'était entre 21, voire jusqu'à 30, 35 ans. Ouais. C'est vraiment des élèves qui arrivent puis des étrangers. C'est vraiment un mélange. Et qu'est-ce que vous disent les profs? Alors, tu as dit un mot, scolaire. Et en gros, vous disent, vous savez reproduire des styles, mais vous n'avez pas de style. C'est ça? Oui, on n'avait pas de patte graphique. On n'avait pas notre culture artistique. Mais ça, pour le trouver, on pensait que c'était l'école qui allait nous l'apporter. On apprend pour nous. Là, l'enseignement est complètement inversé. C'est plutôt l'autonomie. On te donne un sujet. Tu as 2-3 mois pour travailler dessus. Tu as peut-être un tuteur, mais qui n'est pas là pour te donner ta directive, mais plutôt pour t'aider. Il a l'office de tuteur une fois que tu as trouvé ton sujet. Et c'est à toi de le développer et de lui proposer. Mais nous... on sort de l'école, on a besoin de faire des petites propositions et qu'on nous donne l'aval, qu'on nous dise « oui, vas-y, fonce là-dessus ». Mais là, il n'y a personne, c'est le néant. Donc, on va s'entraider. On va se cultiver à 2 et on va apprendre de nos erreurs, des dires. Et ça va prendre quelques mois et c'est comme ça que ça va devenir l'ami de ma vie parce que on s'est complété. Sans elle, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Marina, elle fait quoi aujourd'hui? Elle est décoratrice de plateau télé. D'accord, génial. Voilà, de plateau, cinéma et ouais. Elle viendra vous aider certainement. Ah mais volontiers. Et vous continuez à vous voir. C'est la marraine de mon fils. Voilà, j'imagine que c'est vraiment l'ami pour la vie. On va revenir à ton style. Tu arrives à le trouver parce qu'on a bien compris, hein, l'idée quand tu rentres à l'école des Beaux-Arts, c'est de te trouver toi-même et c'est pas quelqu'un qui va t'apprendre. Notre signature, il faut la trouver. On a la première année pour la trouver, sinon vous ne passez pas en deuxième année. Ouais. Donc c'est 9 mois de l'année. 9 mois où ça va être une intensité de travail pour nous plus que pour les autres élèves. Et c'est quoi ton style alors? Je vais le trouver, je vais me définir dans le design d'espace, je vais me retrouver dans ces éléments architecturaux, j'aime la perspective donc je vais l'utiliser. Finalement ça va arriver très très vite. Marina c'est complètement autre chose, hein. Elle ne dessine pas de l'architecture, mais on va s'entraider, on va se découvrir, elle fait de la peinture, du collage. Finalement toutes les deux on fait 2 styles différents mais on va s'entraider dans ce qu'on va proposer. On fait beaucoup d'oral, on fait beaucoup d'affiches, on fait des sculptures et en fait tout ça, ça va me donner ma patte graphique. Ouais. Je vais la découvrir. On va presque à la fin nous pousser sur la fin de l'année à aller là-dedans, alors que les profs ne croient toujours pas en nous. D'accord. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Et tu vas sortir de cette école et là, il y a un premier job, puisque tu parlais d'architecture. Je vais faire mes 3 ans avec ce design d'espace dans ma tête. Je suis persuadée que je vais être designer d'espace. Je suis persuadée que je vais travailler avec des architectes. C'est quoi designer d'espace? Mais en fait, on aménage un espace qui est configuré vide et on va y mettre ce que le client désire. Ça peut être un plateau télé, mais ça peut être une cuisine, ça peut être une salle à manger, ou l'ensemble de la maison. Revoir le concept de la maison. Premier job et première désillusion. Qu'est-ce qui va te désillusionner là-dedans? Eh bien, finalement, je me retrouve solitaire dans ce travail-là. J'ai aimé mes années Beaux-Arts, j'ai aimé ces ateliers, ces discussions,
cette critique de l'enseignant. Et là, finalement, je me retrouve seule. Donc ça y est, je redeviens autonome, mais tellement autonome que je me retrouve solitaire. Et ça ne représente pas du tout la personnalité que j'ai. J'ai besoin de communiquer. Je communique avec le client au départ, mais je ne le vois plus le temps de là. Et ça va me manquer. Je vais me retrouver vraiment... Marina va me manquer. En fait, il me manque une oreille. Ouais. Il me manque une personne avec qui discuter. Et ce n'est pas avec ma maman que je peux discuter de ça. Elle est toujours... L'art, ça ne lui parle pas. Ouais, toujours mais pas. Elle s'instruit. Elle apprend des noms d'archis, des noms d'artistes. Elle me demande d'aller dans des musées. Mais on n'en est pas à discuter sur un aménagement d'espace. Et j'ai la désillusion. Ouais. Ouais. C'est très dur pour moi. Donc tu vas faire ça combien de temps? Très peu. Mais très peu, moins d'un an. Moins d'un an. Ouais. T'as quel âge là à peu près? J'ai 23 ans et je décide de prendre un autre tremplin. Je me dis c'est maintenant que je dois faire autre chose, donc je vais avoir très peu de temps pour réfléchir. Ouais. Ce qui te manque dans ce premier job, c'est le contact humain, tu le dis. Ouais. Et là, tu vas le trouver dans le deuxième, puisque tu vas devenir enseignante. Ouais. Et là, tu retournes dans une école de beaux-arts, c'est ça? Non, pas du tout, dans une école de dessin. Les écoles ont commencé entre mes années d'études et puis là, ça commence à se développer. Il y a de plus en plus de gens en demande d'école d'art. Il y a des étudiants qui aiment l'art, puis ça se développe tellement rapidement. Il ne faut pas oublier que l'année où moi j'ai été diplômée aux Beaux-Arts, c'est l'année des premiers Macintosh, des premiers ordinateurs. Oui, très bien. Et au final, on découvre... La PAO. Oui, on découvre l'informatique et tout ça. On part du Minitel, on dégage tout, et là, on découvre qu'il y a plein d'informations. Donc, en fait, je suis à ce moment-là où la technologie débarque. Et au final, il y a des écoles d'art qui s'ouvrent. Okay. Parce qu'on a besoin d'informatique, de la PAO, des gens pluridisciplinaires dans l'art, et je vais m'incruster dans les premiers enseignements d'art. Donc, je vais rentrer dans une école d'art. De façon tout à fait par hasard à l'époque. Comment tu l'as trouvé, ce job d'enseignant? Alors, à l'époque, on allait chez Pôle emploi. Il y avait des fiches collées sur un mur avec des milliards de propositions de travail. C'était rangé. Hein. Ouais. Il y avait les serveurs, il y avait donc la restauration, il y avait la médecine, il y avait tout. Et puis là, il y avait l'art qui se compte sur 5 à 6 lignes. Pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de Et là, on cherche des enseignants d'urgence pour une école qui a ouvert sur Marseille. Je me dis, c'est écrit comme ça. J'y vais, j'appelle pas, je prépare mon CV et j'y vais. Je cherche pas. Personne m'a dit d'y aller, c'est moi qui vais, qui dépose mon CV. Je vais avoir un premier contact avec la secrétaire qui se passe très très bien. Et finalement, est-ce qu'elle m'a aidée? J'en sais rien. Est-ce qu'elle a mis mon CV sur la... J'ai été appelée rapidement. Ouais. Et même moi, j'ai été surprise. Et je me suis défendue. Coûte que coûte, je voulais ce travail, même si on m'a trouvé... préparé à ton entretien. Je l'ai super préparé. Je ne vais jamais au hasard quelque part. J'essaye de maîtriser parce que j'ai peur des choses que je ne connais pas. Okay. Voilà. Donc ça veut dire que tu avais vraiment ton argumentaire, tu voulais Oui, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et tu l'as montré. Oui, parce que je savais que je pouvais avoir ce contact avec les étudiants, parce que je le faisais déjà dans mon quotidien. Ouais. Avec et là, mes amis. Au niveau de l'humain, tu vas t'épanouir. Qu'est-ce qui va te plaire dans ce boulot d'enseignant? Tu me dis, j'ai cru en chacun de mes élèves. Pourquoi tu dis ça? Parce que je pense que ce que j'ai vécu, où on n'a pas cru en moi j'ai cru en eux parce que finalement, chacun a sa patte graphique, quelque chose enfoui au fond d'eux. Mais moi, j'ai voulu aller les chercher, ces pattes graphiques. Je les ai aidés à les découvrir plus rapidement que ce que j'ai vécu moi. Je les ai challengés. J'en ai fait pleurer certains parce que je suis quand même quelqu'un qui va au fond des choses avec eux. Il est hors de question d'aller à un anniversaire quand on a un exercice à faire et que j'attends un rendu. On est des adultes à ce moment-là. J'ai besoin d'étudiants qui vont aller vers un métier qui ne soit pas dans la désillusion que j'ai vécue. Donc je crois plus en eux que eux croient en eux. D'accord. Donc tu as cru en eux pour eux. Oui. Et ça a fonctionné. Oui. Par exemple, tu as certains élèves ou certaines élèves que tu revois aujourd'hui qui font un métier artistique. Oui, je pense à Donna, par exemple, ce qui est un exemple. C'est une jeune fille, elle avait 17 ans à l'époque. Je pense qu'aucun des enseignants dans les autres matières artistiques pouvait autant croire que moi. J'ai vu sa façon de faire. C'est une petite qui avait cette envie de réussir. Ouais. Et même quand elle faisait des erreurs, elle apprenait ses erreurs automatiques. Elle ne les faisait plus. Elle gommait ses erreurs. Et elle repartait. Et elle me demandait du travail en plus. Et je ne savais pas ce qu'elle allait devenir. Je ne dis pas que je sais qu'elle allait devenir une artiste, mais en attendant, elle est dans le domaine artistique. Aujourd'hui, je suis fière quand elle est venue me le dire et je suis fière de ce qu'elle est devenue. Et quand je la croise, je suis encore plus contente. Mais c'est des élèves comme ça qui m'ont marquée. Voilà, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donna qui est devenue décoratrice, comme tu le disais à l'instant. Oui, designer d'espace finalement, mais pour les mariages.
Pour les événements, pour l'événement. Exactement. On va maintenant expliquer que tu es resté 9 ans dans l'enseignement. Alors, ça peut paraître long pour certains, court pour d'autres. Dans ces 9 ans, tu as eu une progression assez fulgurante puisque tu es arrivée enseignante débutante et tu as terminé directrice de cette école. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je reste longtemps dans une école, j'apprends, j'observe. Je me suis instruite des autres enseignants et je vais progresser, je vais montrer ma volonté, je vais être tellement présent auprès du directeur à ce moment-là que je vais devenir responsable de classe, puis je vais arriver à l'échelon où ça me fait arriver jusqu'en tant que directrice d'école. Ouais. De l'école où j'ai enseigné. Et en fait, ce que tu ne dis pas parce que tu es humble, c'est que si tu es arrivée directrice d'école, c'est parce qu'il fallait sauver quelque part cette école. Voilà, on avait des difficultés internes et il fallait un directeur, une directrice et il fallait faire rapidement. On n'avait pas le temps de recruter quelqu'un. J'ai enseigné dans cette école, je la connaissais par cœur. Je connaissais les moindres recoins, je connaissais jusqu'à l'homme de ménage, ce qui était un ami pour moi. J'ai aimé cette école. Quand on aime quelque chose, on aime le carrelage, on aime la peinture, on aime la lumière qui nous illumine le matin quand on rentre dans l'école. J'ai aimé cette école et je suis passée comme ça directrice. Ouais. J'ai pas sauvé l'école, mais j'ai permis aux élèves qui étudiaient de ne pas fermer l'école. Et là, au niveau de l'humain, tu n'as pas été déçu, j'imagine. Hein, non. Parce que là, il y en avait de l'humain. Oui, énormément. Et ça dit quelque chose de toi. Tu aimes faire les choses bien pour toi, mais aussi pour les autres. Ça, c'est un vrai credo chez toi ? Oui, j'ai besoin. Ouais. J'ai besoin. Je me sens vivante en faisant ça. Et quand on fait bien en tant que tatoueuse, on va y venir, je pense que ça fait aussi... en tout cas, ça rassure le client ou la cliente. Alors justement, le tatouage, on va voir d'où est venu le déclic. Tu es enseignante et tu décides d'arrêter en 2010 parce qu'il y a un heureux événement dans ta vie, c'est ça ? C'est ça. Alors, j'ai pensé à arrêter parce que je suis enceinte et que c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau schéma de vie. J'ai un petit bébé qui va arriver et je me dis que je ne peux pas concilier mon travail de directrice et de maman. Ce qui veut dire que je me lève très tôt le matin, j'ouvre une école à 7h du matin et je la ferme à 7h du soir. Ouais. Et il faut que je sois présente le week-end, quoi qu'il arrive à l'école. Je dois être en alerte. Je suis directrice, donc c'est compliqué d'avoir ce statut que je ne veux plus. Trop de responsabilités ? Oui, et qui ne m'a pas se concilier avec mon enfant. Et mon enfant, c'est ma deuxième état de vie, c'est ma deuxième histoire. Et je fais les choses avec cœur. Ouais. Et je préfère me retirer. Ok. Et tu vas chercher à allier ta passion pour l'art, malgré tout, et ta vie de maman. Et ça va être le tatouage, cette alliance de la vie artistique. Alors, ça paraît même fou. moi, attention, je n'aurais jamais cru être tatoueuse. Je ne pensais pas un jour dire que je serais tatoueuse. Oui, parce qu'on se dit, il y a plein de métiers. Pourquoi celui-là ? Alors, effectivement, c'est très artistique. Il est venu d'où le déclic ? J'ai une amie qui aimait le tatouage, qui était tatouée. Alors moi, j'ai toujours aimé le tatouage aussi. Je me suis fait tatouer très très jeune, mais pas de là à m'imaginer tatoueuse. À quel âge tu t'es fait tatouer la première fois ? Oh là là, maman, elle a découvert mon tatouage à 16 ans et demi, 17 ans, mais j'en avais 15. Wow. C'est trop jeune, 15. C'est beaucoup trop jeune. Ouais. On va y revenir. Ouais. On va y revenir parce que c'est vrai que pour avoir un tatouage aujourd'hui, il faut être soit majeur, soit avoir l'aval des parents. Oui, et puis la maturité, ça serait bien aussi. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais donc le déclic, il a un prénom chez toi. Oui, il s'appelle Marjorie, c'est une amie. Alors, pas de longue date, c'est une amie. On s'aime beaucoup et c'est vrai qu'elle est tatouée, elle aime l'art. C'est une passionnée de tout, elle aussi, donc on s'entoure de gens bienveillants qui nous ressemblent. Voilà, ça a été ma vie toute la vie que j'ai encore aujourd'hui. Et artistiquement, elle s'y connaît en tatouage et elle me propose de faire ses premiers dessins de tatouage, qu'elle peut se faire tatouer ailleurs, mais elle ne comprend pas que je ne sois pas tatoueuse. Pour elle, il faut absolument que je sois tatoueuse. C'est un non-sens pour elle que tu fasses oui, des dessins elle se dit, sur tu dessines et je vais payer quelqu'un d'autre, alors que je suis sûre que tu es capable de le faire, parce qu'elle m'a toujours cru capable de tout, elle aussi. Et j'ai dit, pourquoi pas, on essaye. Okay. J'ai acheté mes premières machines. J'ai regardé des tutos sur Internet. Oui, parce qu'il faut se former. Mais je suis dans l'inconnu. Alors, mais c'est vraiment sur le tas, et j'allais dire même mieux... La curiosité. Sur Internet, quoi. Oui, parce que sur Internet, c'est ça, c'est des tutos. Alors, il n'y en a pas autant qu'aujourd'hui, 15 ans après, mais c'est mes premiers tutos, mais qui bug en plus, des tutos où il faut que je mette pause, il faut que je remette en arrière, il faut que j'écoute, j'enregistre, on est en 2010-2011, quoi. Hein. C'est ça, et je prends des notes, et puis je me dis, c'est ça, pour moi, ça va être juste une passion. Pas un métier à ce moment-là, mais je me dis, je vais faire plaisir à mon amie, je vais la tatouer. Ok. Et
Ça part de là. Ce sera peut-être one shot, je le fais sur elle. Peut-être, mais en tout cas, je vais m'acheter des peaux de cochon. Je vois sur Internet qu'il faut acheter des peaux de cochon, des peaux de latex. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner. C'est là-dessus que tu t'entraînes, oui. Sur de la peau de cochon, parce qu'elle est très proche de la peau. Et puis, elle reste avec moi pendant que je fais ça. Elle est proche de moi dès qu'elle a du temps libre. Elle est passionnée comme moi de tatou. Elle s'instruit comme moi des choses qu'on peut voir sur les tutos. Oui, puis elle est peut-être un peu intéressée de voir ce que tu fais sur le cochon, parce qu'elle se dit, après, ça va être... Voilà, c'est ça. Mais elle veut être ma feuille A4. Okay. Oh, oui, en tout cas... Elle te dit, alors une fois que tu te seras entraîné, fait la main, tu peux passer... Oui. Et puis c'est même elle qui va me dire, allez, c'est bon, là, on y va. C'est bon, fais-toi confiance. Alors le premier tatouage, on va le voir, donc ça c'est le bras de Marjorie. Exactement. Tu as commencé par des phrases, après il y a eu des fleurs. Raconte-moi vraiment ton état de stress, j'imagine. Alors, j'ai pas respiré quelques minutes. J'étais en apnée totale quand il a fallu mettre mes premiers coups d'encre. Mais en fait, elle était tellement confiante que ça m'a mis à l'aise. Finalement, j'ai eu la meilleure relation qu'on peut avoir avec son premier client. C'est mon amie qui me fait confiance. Et elle m'a dit une phrase qui est vraie. Elle m'a dit, ton erreur, ça sera quand même ma qualité, c'est d'être tatouée par ma copine. Ouais. Et c'est une phrase magique parce qu'en fait, elle a raison. Que je me rate ou pas, pour elle, c'est ma signature, c'est sa copine qui la tatoue. Ouais. Et au pire, on n'a pas pris trop de risques, on était en haut du bras. Ouais, d'accord. Oui, ça peut se couvrir. Ouais. Mais quand même, t'as pas tremblé à aucun moment? Je pense que je m'étais tellement entraînée, et puis j'aimais l'architecture, les traits. Ma technicité de l'époque m'a aidée sur ce que j'étais en train de faire. J'étais pas bouchère, j'étais pas banquière. J'ai dessiné toute ma vie et j'arrive comme ça sur le fil et je dessine. Ouais. Puis j'ai eu quand même des tatoueurs autour de moi, je suis allée les voir. Je me suis renseignée, je suis allée jusqu'à Paris les voir. Okay. Du coup, j'ai appris en regardant, en observant des heures et des heures. Okay. Et j'y arrivais avec... Oui, parce que tu parlais de ces tutos, mais tu es quand même allé, avant de tatouer en vrai, voir des vrais tatoueurs. Je suis restée dans ma grotte. Ok. Non, parce que c'est rassurant aussi de se dire que tu es allé voir le geste en vrai. Tu peux nous rappeler un peu l'histoire du tatouage, dont l'image a beaucoup évolué à travers les siècles et ces dernières années. Ça vient d'où le tatouage ? Apparemment, on dit que c'est la préhistoire, donc peut-être dans des grottes, ils se faisaient, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se sont fait les premiers tatous. On a retrouvé des peaux à l'époque de la préhistoire. Après, on est parti, si je ne dis pas de bêtises, sur l'Égypte ancienne. Voilà, l'Égypte, et après, ça allait très vite. En fait, est-ce qu'on est sûr de tout ça? En tout cas, c'est parti ensuite sur les îles, et c'est les Polynésiens qui nous ont ramené ça. Les marins, les Polynésiens, en fait, c'est vite venu en France et sur d'autres pays. Et notamment à Marseille. Mais moi, je retiens les Polynésiens. Pour moi, on est sûr de ça. Ouais. Alors, au début, en France, quand ça arrive en France, c'est quand même une image particulière, le tatouage. C'est plutôt underground, un peu glauque, plutôt pour les garçons que pour les filles. C'est ça. Et tu me dis, depuis une quinzaine d'années, et c'est vrai qu'on s'en aperçoit, ça a quand même beaucoup changé d'image, le tatouage. Ça vient d'où, ce changement d'image? Mais parce qu'aujourd'hui, on habillait le corps. On ne faisait pas ça à l'époque. On se faisait un tatou pour se faire un tatou. On voulait un plaquage, là, un lion. Ouais. On voulait une encre. On voulait, mais sans... C'était un truc de testostérone, quoi. Il fallait montrer qu'on était justement des mauvais garçons. Moi, je voulais un tatouage dans le dos à 15 ans. Mais pourquoi? Pour être sexy. Ouais. Mais sans me dire que l'histoire de mon tatouage, allait avoir une histoire. Il faut qu'elle ait une histoire et qu'elle habille le corps. On a posé ça là, en plein plaquage, en bas du dos. Parce que le tatouage, ce sont des codes. Oui. Et à 15 ans, tu n'avais pas les codes. Non, c'est pour ça que tu dis, il ne faut pas faire un tatouage à 15 ans. Il faut vraiment y réfléchir en famille, etc. Qu'est-ce que c'est justement les codes du tatouage? Qu'est-ce que ça raconte, un tatouage? Aujourd'hui, on peut raconter sa vie, son histoire de vie. On peut habiller son corps, on peut cacher des cicatrices. On peut se rendre mieux dans sa peau avec des tatouages. Donc on soigne, c'est de l'art-thérapie aujourd'hui pour moi, le tatouage. Ouais. Donc il a plus qu'évolué. Aujourd'hui, en plus, les gens arrivent avec des vraies idées. Un vrai marquage d'idées. Ils veulent ça, ils veulent le bras entier, et puis ils rigolent plus maintenant. Tu as un exemple, par exemple, pour nous dire voilà, le genre de demande qu'on peut te faire? Alors, moi, me concernant par rapport à ma technicité de travail de tatouage, on me demande tellement du ultra fin, mais ça va être peut-être le prénom du premier enfant, certes, mais d'un coup aussi, ça peut partir sur une... J'ai une cliente qui n'avait pas de poitrine, elle se trouvait plate, et en fait, elle avait vu des tatouages sur le haut de son corps, et elle m'a demandé gentiment, est-ce que vous pensez que je puisse avoir un tatouage qui
où ma poitrine serait un peu plus généreuse. Alors, je ne fais pas de magie, je ne suis pas chirurgien, mais par la forme du tatouage, Ouais. Par les ombres, ouais, etc. eh ben, on a joué sur un trompe-l'œil et Ok. par un super beau ornemental. Donc, effectivement, tu améliores Ouais. parfois Son les visuel. corps de certains. Ouais. Ouais, ouais. Quand tu fais un tatouage, tu reçois les infos de celui qui veut se faire tatouer parce que tu as un style, on vient te voir. D'abord, c'est quoi ton style et c'est quoi le profil de tes clients? Alors, je vais avoir autant d'hommes que de femmes, ça, c'est pas un souci. Ils retiennent ma finesse dans mon travail. Et Quand tu dis finesse, c'est vraiment, du on peut trait. faire du trait très fin, on peut faire du old school, du new school, on peut avoir des traits très épais. Ça dépend le client ce qu'il recherche. Moi, en tout cas, il recherche de la finesse. Je travaille beaucoup de graphisme, de mandala, de patterns. Ce sont des fonds géométriques qui habillent les corps. On ressemble à des tapisseries, peut-être des fois pour certains. Oui, Mais je fais aussi du floral. J'adoucis, je fais des trucs très poétiques. Et je fais aussi des histoires de vie. Les histoires de vie, c'est tu me racontes ta vie, Eric, et je vais t'en créer un dessin. c'est vrai. Ouais. Donc tu vas être l'interprète Ouais, de c'est ça. choses Ouais, vous te rappelez, on faisait de la poésie à l'école et on fallait faire un dessin en rapport avec la poésie. Oui. Et moi, je fais le dessin de la poésie. Ah ben génial. C'est génial. Ouais. Finalement, tu as toujours 6-7 ans. Hein. Je crois que tu Mais es resté j'adore, là-dedans. je suis dans mon monde des bisounours, tout à fait. Et il existe, si on veut bien le voir, ce monde-là. C'est quoi les parties du corps les plus compliquées à tatouer? Alors, compliqué, non. La douleur, les côtes. Si la personne est un peu trop maigre, il va falloir faire attention. On a la forme de la côte, donc ça peut déformer un tatouage. C'est compliqué dans la position. On est souvent en lévitation, nous, le tatoueur. Donc, en fait, c'est nous, le tatoueur, on va avoir des côtes, les pieds. On préfère bien sûr les bras, le dos, Ouais. le haut de poitrine. Le ventre, on aime un peu moins parce qu'on a cette forme qui bouge, qui est onctueuse des fois. Ben, on adore les cuisses, on adore les mollets. Mais après, le client en lui-même, je pense que la partie qu'il déteste le plus, C'est quoi? c'est tout ce qui se rapproche aux extrémités. Ça fait Donc, mal. Eh ben oui, Ça fait mal les quoi qu'il arrive, extrémités. un tatouage? Ben non. Non. Il y en a qui prennent du plaisir, Non, il y ça, en a ouais, mais non, alors, mais c'est je vous salaud. assure, Non. venez vous faire tatouer. C'est des mazos, non? Non, Non. venez vous faire tatouer. Je vous assure que des fois, les gens s'imaginent tellement qu'ils vont avoir mal. Et quand on les tatoue, ils sont surpris. Et ça leur fait déjà penser au deuxième tatouage. Je ne les ai pas finis, qui commencent déjà à penser au deuxième. Parce que la douleur, elle n'est pas celle qu'on croit. Et puis, les machines ont évolué. Les machines d'avant ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. La partie du corps que tu as refusé de tatouer, ça t'arrive, ça? Oui, il y a eu une période, une mode. Ne me demandez pas, l'intérieur de la bouche, les muqueuses, moi, c'est quelque chose que je ne touche pas. Ouais. Et le dessous des pieds et l'intérieur des mains. Je ne fais pas. Il y a des tatoueurs spécifiques là-dedans qui font des essais, chez qui ça marche. Il faut avoir des encres spéciales, une façon technique. Je ne fais pas ça. Ok. Voilà. Le visage? Je peux faire si vraiment la personne a une certaine maturité, qu'elle me demande vraiment et qu'elle en avait envie depuis longtemps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, mon tatoueur avec qui je travaille, il est tatoué sur le visage, mais il a un travail en rapport avec ça. Il faut l'assumer derrière. Ouais. Mais je ne suis pas contre. Ouais. Le tatouage que tu as refusé de faire? Parce que, je sais pas, le dessin ne te plaisait pas, l'endroit ne te plaisait pas? Non, alors, ça m'arrive de refuser des tatouages. Bah, les gens trop amoureux, soudainement, c'est Réfléchir. l'amour de ma vie, on va se faire la date, on va se faire l'initiale, on va s'écrire le mot d'amour. J'essaye de leur faire changer d'avis. Tu désamorces un peu ça. Ouais, je leur conseille quand même de bien réfléchir. Après, il y a le laser pour enlever au cas où, et je peux recouvrir. Ça me rapporte beaucoup d'argent de recouvrir. Attention, de revenez. Mais non, j'essaye d'éviter de leur faire ce genre d'erreur. Je refuse. J'essaye de refuser. Ouais. C'est pas toujours évident. Et souvent, mais alors très souvent, sur des endroits où les gens pensent que ça va faire joli, je peux me refuser. Ah oui? Ben, c'est-à-dire que c'est une image, des fois, instagrammable. Mais au moment où on va bouger le bras, c'est pas beau, ça pend, c'est pas la position. En plus, avec l'IA aujourd'hui, les gens pensent que ces tatouages-là existent sur les gens, mais il y a la faisabilité. Sur le bras, par exemple. Ouais, ça bouge. Et puis, y a ça bouge avec le temps. Mais oui. Il faut penser donc, en aussi fait, on passe du temps aujourd'hui à expliquer le pourquoi du refus. Ouais. Mais oui, ça nous arrive de refuser. Et puis après, il y a aussi ceux qui viennent de perdre quelqu'un de proche. Ils veulent faire un marquage dans la douleur. Ou alors, ils sont très énervés. Ils veulent des mots méchants. Pareil, c'est de l'art-thérapie, ça aussi. Ouais, il faut prendre le temps. Il faut expliquer que c'est pas le moment. Ouais. Et qu'il faut revenir plus tard. Ouais. Ouais, donc tu as ce rôle aussi de Mais ça me plaît. conseil. Ah, ça me plaît énormément. Parmi ta clientèle, il y a des personnes, tu me dis, de plus en plus âgées. Alors, exemple, avec Papy Rock, on va le voir. Ouais. Lui, tu lui habilles le corps entièrement. Tu parles d'habiller le corps, là, c'est le il cas. n'était pas tatoué.
Pas Quand du il tout. va rentrer, zéro tatou, cet homme. Il est arrivé, mais quel amour. Il m'a dit, carte blanche. Il avait des idées dans sa tête. C'est un homme qui a eu des maladies, qui a failli mourir. Et la vie qu'il avait, la nouvelle vie, qui s'est dit, si je suis là, c'est ma deuxième vie. Je veux faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire me faire tatouer. Et bien, il va venir tous les mois. Et on va le nommer Papy Rock. Il va arriver, sa vie va changer. Il aime ses tatouages. Il aime ce nouveau lui. Ouais. C'est plus l'homme qu'il était, c'est un autre homme. Il va arriver avec son petit scooter, son casque, ses bandanas, parce que ses tatouages, ça l'habille. Et puis il va aller jusqu'au visage. Ouais. Mais Ah, il a va le faire. Mais bien sûr, mais il a la maturité pour ça, il a le droit. Ok. Il a le droit et il va se régaler. Il a eu des problèmes, il a eu même ce qu'il appelle une jambe en bois, une jambe qui est non valide. Ouais. Et il m'a dit, viens, on essaye pour voir si les tatouages fonctionnent. Mais j'adore, j'ai marché dans tous ces délires. Quand tu dis une jambe en bois, c'est quand même Une jambe la peau. non valide. Elle est là, elle voilà. est là, mais elle était non valide. Elle Ouais. traînait la patte. Ok. Et Mais on va la tatouer qu'est-ce que aussi. tu vas faire sur cette jambe? Mais il veut des pin-up, il veut des motos, Ah il oui, veut des d'accord. voitures, il veut l'ancienne. Ah, mais oui, Un peu. mais Ok. complètement. Et je vais te dire, il a fini par un dernier tatouage avec mon logo de ma boutique. Ah, Art carrément. Défi Tatou. Si ça, c'est pas une preuve d'amour. Ah oui, là, maintenant, tu es un homme sandwich. Il a quel âge, Papy Rock? À l'époque, il avait 62, donc on parle de ça il y a 10-15 ans. Ok. Ta plus ancienne cliente a 86 ans. Ouais. Et tu me dis c'est une vraie tendance, ça, et des personnes seniors Oui. qui viennent se faire tatouer. Tu le remarques, pourquoi? Mais parce que je pense qu'elles étaient un peu comme ma maman, avec des idées préconçues sur Ouais. le tatouage. Ça fait pas beau un tatouage, ça se fait pas chez une femme, ça se fait pas. On est trop âgé. Vous voyez tous ces mots négatifs là. Oui, Il y a pas- cette image qu'on avait du tatouage, C'est les justement, gens un qui ont peu donné cette underground, image, pour des les gens, personnes c'est un les peu mauvais dire. garçons ou Voilà. autres. Bah, en vrai, pas du tout, ça n'a pas fait manger. Genre, quand elle est arrivée, c'est son infirmière. Elle a vu des tatouages sur son infirmière. Et gentiment, elle a demandé à son infirmière de la mener. C'est une dame qui est souvent à la maison pour du traitement. Il lui restait très peu à vivre. Elle te disait qu'il fallait un tatouage. Il serait peut-être éphémère, mais il serait là. Et elle ne voulait pas mourir sans tatouer. Et c'est son infirmière qui nous l'a amené. Elle a voulu quelque chose de super joli, super délicat et super fait. Elle voulait des hirondelles sur le bras. Ouais. Mais pourquoi lui refuser? Il y a un âge pour ça. Eh ben, elle a ses 2 hirondelles. Et elle est très heureuse. Mais avec elle est ça. très heureuse. Et elle va s'en faire d'autres? Eh ben, elle a demandé à son infirmière. Elle y pense déjà à un deuxième. Elle n'a pas eu mal. Elle n'a Je suis pas pas eu arrivée mal à en lui plus. faire mal. On n'est pas arrivé à lui faire mal dans le magasin. J'imagine que tu fais très attention pour que ce On soit le fait plus tous très confort attention possible. à nos clients. J'ai une équipe d'enfer pour ça. Tu répares aussi certains corps. Et là, on va voir une photo. Est-ce que tu peux nous commenter cette photo? Pour qui tu l'as fait, ce tatouage? Ouais, c'est une dame, et malheureusement pas qu'une. C'est dommage je sois obligée de faire ça, mais je suis là pour cicatriser aussi des maladies, des douleurs du passé, une cicatrice, un cancer du sein. Là, ce que vous voyez à la télé, c'est un cancer et une greffe. Et cette personne n'arrivait plus, au bout de quelques années, à se regarder dans le miroir. Elle a attendu que cette cicatrice se fasse plus correcte, mais elle n'y arrivait quand même pas. Et on a pris la décision à 2. Alors c'est un travail en amont, hein. On en parle parce qu'il y a un deuil à faire du passé pour pouvoir recouvrir. Et j'adore faire ça. Il y a énormément, de plus en plus de spécialistes qui font, de femmes comme moi, qui font les tatouages de cancer, de cicatrices. Ouais. Il ne faut pas hésiter. C'est ce qu'on appelle l'art-thérapie. Et là, ça a vraiment... ça a une belle tout son valeur. sens. C'est vraiment, ça Ouais. a tout son sens. Tu as un souvenir très émouvant, très émotionnel d'une cliente ou d'un client que tu as soigné par tes tatouages? Beaucoup, trop, oui. J'ai des gens qui... Vous savez, quand on tatoue quelqu'un qui a été malade, il a du mal avec le toucher humain, parce qu'il a été touché, il a été malade. Et à ce moment-là, on va retrouver ce contact, mais dans la bienveillance, puisque je suis là pour lui apporter une nouvelle vie. Et moi, quand un client est ravi et qu'il me fait un gâté, alors à Marseille, ça se dit gâté. Le câlin, j'ai tout gagné. Moi, je pleure souvent. C'est vrai? Oui, je pleure souvent avec mes clients. Ils pleurent, je pleure. Ils sourient, je souris. Ils sont tristes, je suis triste. Et c'est comme ça que j'arrive à les comprendre. C'est des duos. Quand je travaille avec un client, c'est un duo. Je vais passer en moyenne entre 2 et 8 heures par jour Ça, avec bon. ce client. Ouais. Ouais, je kiffe mon métier aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a aussi les tatouages qu'on regrette, et ça aussi, tu as des clients qui viennent te voir pour ça. Les solutions, on efface ou on couvre, Ouais. les fameux tattoo covers. Ouais. Alors, comment on efface? Ça fait mal, non? Alors, le laser, c'est une lumière pulsée, en fait, qui va venir ouvrir le pore par sa chaleur et qui va faire sortir l'encre. Ça se fait pas en une séance. Ouais.
Il va avoir plusieurs séances, qui a 2 mois de décalage, et ça fait mal. Alors aujourd'hui, on a des techniques avec l'air froid, selon le dermato où on va, il y a la machine. Mais dans tous les cas, c'est pas une partie de plaisir, c'est une partie qui cloque, c'est une partie qui est pas belle à montrer pendant la période des tatouages, et ça coûte cher. Ouais. Mais c'est efficace. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien après, il n'y a pas de boursouflure. Qu'est-ce que veut le client? Ne plus le voir ou le recouvrir? Ça aussi, c'est un travail. Nous, on fait du cover, on ne fait pas du détatou. Mais le détatou fonctionne très bien. Ok, et c'est au laser. Et il faut le faire sur pratiquement une année, parce que tu dis il faut des tous les des 2 séances. mois. Donc tous les s'il 2 faut au mois, minimum 5-6 séances, voire des fois, selon le tatou, ça peut aller jusqu'à 10-12 séances. Ouais. Alors toi, faut être tu patient. fais de ton côté du tattoo cover. Ouais. Donc on va reprendre des tatouages. Explique-moi, allez, donne-moi 1 ou 2 exemples de tatouages vraiment ridicules. J'ai un client, il avait Bip Bip le coyote sur l'épaule. Ouais. Alors, Bip Bip le coyote, il a fait l'affaire pendant 40 ans. Et à un moment donné, il s'est retrouvé avec cet enfant, son propre enfant, qui ne comprenait pas ce que faisait ce petit truc-là. Il ne savait même pas qui était Bip Bip le coyote, c'est pas leur génération. Et en fait, il s'est retrouvé un peu ridicule face à son enfant. Donc, on a recouvert. Mais ça, c'est tous les jours. Ouais. Tous les jours, des phrases d'amitié, des mots qu'on se disait, des mots en anglais, rester jeune. Mais quand on a 60 ans, est-ce qu'on a envie d'avoir une tatouage? Cela dit, non, oui, les gens, il faut encore plus se le dire. Oui, peut-être, mais en attendant, oui, ils n'hésitent pas à venir pousser la porte et demander des couverts. Oui, tu m'as parlé par exemple d'une soirée en Espagne avec plusieurs amis qui s'étaient fait tatouer le même soir avec plein de fautes d'orthographe. Ah oui, non, mais alors, le tatoueur devait être sous les 4 clients, et ils ont fait ça sur la fesse. Alors là, il a fallu recouvrir tout le monde. Voilà, mais ça, c'est tout. Et c'est encore maintenant, en 2026. Des erreurs de tatouage, des fautes d'orthographe, des tatouages qui... Moi, j'ai vu un portrait où j'avais un œil plus haut que l'autre. J'ai même vu une vierge avec 6 doigts. Ah oui, d'accord. Une vierge comme ça, et 6e doigt qui est apparu par là. Surnaturel. Surnaturel. Oui, mais elles font des miracles. Elles font pousser les doigts. Ouais. Alors, tu vas travailler sur un cover, comme on dit. Ça se travaille avec un client. Ouais. Ça peut être comme ça. Si le tatouage, c'est une phrase. En fait, il faut compter le double, voire le triple de la taille, si on veut recouvrir quelque chose correctement. Après, on peut amincir aujourd'hui. On a des techniques pour amincir les écritures, si elles sont mal faites, qu'elle a bavé. Parce qu'il y a aussi les tatouages qui bavent. Ouais. Et ça, c'est pas la faute. Il faut le rattraper, ça. Mais oui, c'est pas la faute. C'est la vieillesse de la peau, c'est l'entretien, le soleil. Oui, parce qu'avec le temps, le tatouage vieillit parfois mal. Ça s'entretient, le tatouage, pour maigrit avec nous, il fait des choses. Ouais. Ça s'entretient, il faut mettre de l'indice 50 au soleil. En tant que Marseillais, c'est compliqué de leur expliquer. Le soleil, c'est leur vie. Et le soleil, ils n'y pensent pas. Et un petit stick sur le tatouage, et le tatouage ne bave pas. Okay. En tout cas, on fait en sorte qu'il ne bave pas. Il y a plein de techniques. Mais on leur dit, hein. Ouais. Ils n'écoutent pas. Ça coûte cher un tatouage? Moi, je pense que ça coûte cher un tatouage. Je peux y répondre parce qu'on est entre 80 et 120 euros de l'heure ou du petit tatouage, selon le salon où il est implanté, selon les loyers, selon l'artiste en lui-même. Les tatouages, en moyenne, oui, un petit tatou, une étoile, une phrase, c'est à 80 euros. Ça va monter jusqu'à 100 euros. Et puis, malheureusement, il y a le coût de la vie. Ça peut encore augmenter. Okay. Mais un bras entier, je ne peux pas te donner. Je peux te donner un râteau, pas une fourchette. Oui, c'est ça. Mais on peut partir de 2500 euros jusqu'à 8000 euros. D'accord. Le tatouage le plus cher que tu aies réalisé? Que j'ai fait, moi... alors, comme c'est des séances, beaucoup de séances, j'ai un client qui a les 2 bras... Je crois que ça lui a coûté 2 bras. Ça lui a coûté 2 bras? Oui, il a les 2 bras, il a le dos entier, il a le torse entier. Sur 4 ans. Au-dessus de 15 000 euros, là. Ah oui, je pense qu'on est au-dessus de... Oui. Donc c'est vraiment... parfois, certains se prient de voyager, par exemple, pour se tatouer. Il y en a, c'est des passionnés. Ils mettent des sous de côté tous les mois, comme un placement d'argent, pour se faire tatouer. Mais ce client, en l'occurrence, j'en ai plein d'autres, qui mettent ces sous de côté, c'est leur façon. Ils travaillent dans un restaurant en plus. C'est cet argent en plus qui va se faire tatouer. Aujourd'hui, si quelqu'un nous regarde et qu'il est sur le point de se dire « bon, je vais me faire tatouer » ou « j'ai peur de me faire tatouer », qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est facile aujourd'hui de se renseigner sur le tatouage. Il y a des salons du tatouage pratiquement... Voilà, il y a le salon de tatouage sur Marseille. On a automatiquement un salon de tatouage près de chez nous. Aujourd'hui, c'est démocratisé et il y en a de plus en plus. Le salon de Marseille, il contient 220 artistes différents. Si c'est pas ce week-end-là qu'on y va, mais alors, comment choisir ton tatoueur? On peut parler avec. On arrive dans un salon, on voit l'action,
on voit le tatoueur. On n'a pas d'excuses. Hein. On voit ce qu'on appelle leur book. Ça nous permet de nous dire, il fait du japonais, il fait du graphisme, il fait de l'écriture fine, il fait du mandala, il fait de la fleur. Finalement, on n'a pas d'excuses pour ne pas trouver le bon tatoueur. Il faut aller dans un salon de tatouage. Quelles sont les qualités pour faire un bon tatoueur? Déjà, je pense des qualités physiques. Tu me dis, par exemple, on pense que les tatoueurs sont rock'n'roll, ils font la fête. Tu me dis, c'est l'inverse, il faut qu'on soit en pleine forme. Ah oui, il faut être en pleine forme. Arriver d'une soirée la veille, vous avez des tremblements, vous avez la vue qui n'est pas à 100%. Puis il y a le contact qui est tellement près avec le client, il faut avoir une bonne haleine. Hein, et puis il faut tenir un discours. Alors tu as le droit de tatouer dans le silence. Moi, j'adore parler avec mes clients pendant que je tatoue. Donc, et ça ne te fait pas de trembler la main? Non, je m'intéresse, je me sens avec cette proximité. J'aime savoir ce qu'il fait dans la vie, j'aime savoir combien il a d'enfants. Je suis très curieuse. Et en fait, oui, j'ai besoin d'être dans un état 100% moi. Donc, on est très peu rock'n'roll la veille d'un tatou. Ouais, les yeux, c'est super important, la vue. On a peur des yeux, de la main. Ces deux outils-là. Et puis, il faut tenir sur son tabouret. Puis, on a des positions où on est en avant sur le client. Il ne faut pas avoir fait une beuverie la veille. Hein. Ouais. Tu mets des lunettes pour tatouer ou... Oui, ça m'arrive. Ouais. Ça y est, je vieillis. Quand c'est hyper précis. Il y a encore l'année dernière, j'aurais répondu non à cette question. Hein. Et oui, mais ça va très vite après. Voilà, Ça va très vite après. Mais bon, ça n'empêche que c'est hyper précis et tu restes très précise. Quand tu vas faire ce métier toute ta vie, toi? Parce que tu as changé quand même plusieurs fois. Hein. Oui. Alors, je ne me lasserai pas pour l'instant. 15 ans après, j'ai envie de te dire que j'ai encore envie de découvrir ce monde-là. Combien de temps je peux tenir tatoueuse? C'est une vraie question de tous ces métiers-là aujourd'hui qui sont très manuels. Est-ce que ma vue va me le permettre? Est-ce que mon poignet, mes articulations, mes tendinites vont me permettre? Je ne sais pas. En tout cas, je pourrais redevenir enseignante. J'ai adoré ça. Ça ne me fait pas peur de vieillir, mais ça ne me fait pas peur de me dire que peut-être à 70 ans, je tatouerai encore. Et peut-être enseigner le tatouage, pourquoi pas. Oui, c'est vrai ça. Est-ce que tu as un rêve, par exemple de voyage? On parlait de Polynésie tout à l'heure, tu y es allé peut-être à Tahiti ou ailleurs? J'aimerais, mais j'ai voyagé dans des pays comme quand je suis allée à Miami, j'ai découvert le tatouage là-bas, sur un autre plan, à New York, Miami, ils ont une façon de tatouer qui est encore différente de la nôtre. J'ai appris de ces pays-là. Ouais. Je suis allée au Brésil, j'ai vu une autre technique de tatouage aussi. En fait, c'est en voyageant qu'on découvre aussi les autres tatoueurs et les autres techniques. Maintenant, grâce à ces conventions de tatou, c'est ces gens-là qui se réunissent. Ces Polynésiens et ces Mexicains et ces Japonais qui se réunissent dans un même lieu le temps d'un week-end. En fait, on apprend tous les jours dans le tatouage et encore mieux dans les conventions. Moi, dans le tatouage, j'apprends des autres. Bien, avant de se quitter, je te pose quelques questions. Avant de dormir, toi, tu es plutôt lecture sous la couette ou dernier coup d'œil à ton téléphone? Ah, lecture sous la couette, j'aime beaucoup ça, ça me calme. Hein. T'es une lectrice, toi? Ouais. Oui, alors après, ça dépend le livre, mais c'est vrai que... Il y a des périodes. C'est quoi comme style de livre? Là, j'ai regardé comme tout le monde, j'ai voulu lire La femme de ménage et je me suis régalée. Ouais, et il y a certains moments où, là aussi, c'est un peu hard. Hein. C'est hard, et puis c'est pour ça que j'étais sous la couette. Ouais, et ben, il faut y rester. Ta chambre à coucher, c'est grand bazar organisé ou zen et nickel? C'est zen et nickel. Ouais. J'ai besoin de ce moment de calme et de sérénité avec des couleurs neutres. Ah, je comprends. Ouais. Le matin au réveil, bonne humeur ou plutôt ours ricoré? Tu vois ce que c'est l'ours ricoré? Non, je suis toujours bonne humeur. On m'appelle la solaire, ça me va très bien comme surnom. Et j'ai l'impression que c'est le cas, effectivement. Ton premier geste du matin, café ou téléphone? Ah, café. Ouais. Oui, café. Donc, téléphone, non, parce que je vais l'avoir toute la journée. Ouais. Pas de téléphone. Ça marche. Et pour terminer, l'anecdote la plus gênante que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant? J'ai assisté à un enterrement. J'ai voulu accompagner une amie qui avait perdu sa maman et je me suis dit qu'elle avait besoin de moi. J'aime bien aider le monde. Me voilà arrivée à la date et l'heure où on m'a dit d'y être. Donc il y a du monde. Je ne connais personne parce que je ne connais pas sa famille. Je veux juste l'accompagner. Donc cette amie sera là, va me dire bonjour au début de cet enterrement. Il y a une foule. Moi, je crois que c'est toute sa famille.
Et il y a eu, donc ce mouvement de foule va rentrer dans une salle. J'ai un monsieur hyper gentil avec qui je vais parler. Et au moment où il rentre dans cette salle, moi, je vais le suivre spontanément. Je vais chercher dans cette salle du regard mon amie, mais il y a du monde, donc je ne vais pas chercher réellement, mais je veux être près d'elle et sans être trop loin. Et je vais me mettre au milieu. Et je vais me caler à côté de 2 personnes sur ma droite sur un banc. 2 personnes âgées, une autre dame très gentille sur ma gauche, avec son mari à fauteuil roulant. Je me retrouve au milieu d'un banc et au milieu de la salle. Ça commence l'enterrement avec... c'est vrai que je ne connaissais pas le prénom de sa maman, donc rien ne me choque à ce moment-là. En tout cas, au moins, c'est une femme qui est en train d'être enterrée. Donc j'ai sa photo et j'essaye de trouver un lien physique de la maman, la photo est d'elle. Et c'est vrai que je ne trouve pas de lien physique, mais je cherche. Et j'ai une dame à côté de moi qui m'a gentiment me parlé en me disant « Vous êtes de la famille, vous êtes une amie ». Et je vais lui dire « Je suis une amie de sa fille ». Et elle me regarde et elle me dit « Elle n'a pas de fille ». Ah, c'est vrai que c'est gênant. Mais oui, mais je me dis, mais il y a un silence, la cérémonie commence, le maître de cérémonie commence, et puis alors il met une musique magnifique, tout le monde pleure, à ma droite le couple pleure, madame pleure, tout le monde... Et je ne peux pas partir. Je suis bloquée, je ne peux pas faire lever les gens. C'est comme quand on est au cinéma, on a honte de partir. Et en fait, il va s'écouler un temps que j'ai eu l'impression qu'on est resté des heures assis là. J'ai assisté à un enterrement qui n'était pas le bon. Et il a fallu que j'ai de l'émotion. La dame m'a tenue à côté, m'a tenu le poignet. Mais c'était de la vraie émotion, j'imagine. Mais oui, parce que c'était beau. Attention, j'ai assisté à un magnifique enterrement. La dame avait l'air super gentille dans sa vie parce que le maître de cérémonie a fait que des éloges. Et il a fallu sortir. Je me languissais que ça se finisse. Et quand je suis sortie, la loge d'à côté est sortie en même temps que moi. Donc ma copine était ravie que j'ai pu assister à l'enterrement de sa maman. Alors que j'étais pas dans la bonne salle, mais elle ne l'a jamais su. Voilà. Je n'ai jamais osé lui dire. Donc elle a cru que Elle m'a vu avant, après, c'est plus important. Elle le saura aujourd'hui. Peut-être. C'était il y a 15 ans, il y a prescription, je pense. Elle m'en voudra pas. Bon, on la salue en tout cas. Merci. Merci beaucoup à toi, Marilyn. Merci de ce moment. Merci, Eric. C'était un plaisir de t'entendre parler de ta passion avec autant de passion. Et encore une fois, si vous avez envie d'aller découvrir les réseaux sociaux et les photos de ces œuvres d'art sur peau humaine, art, défi, tatou, et vous allez trouver ça sur Instagram, sur Facebook. Et suivez-nous pour les salons et les conventions pour venir discuter directement avec les tatoueurs. Voilà, absolument. Donc suivez aussi Marilyn dans ces différents salons, et notamment le salon de Marseille, c'est chaque année au mois de mars. Au mois de mars, oui. Merci beaucoup, Marilyn. Merci à toi. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres confidences sur France.tv et la chaîne YouTube de France 3 PACA. À très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Salut.